Entre le dialogue national, la crise politique et les enjeux institutionnels, quel serait l'avenir de la République démocratique du Congo? Alors nous sommes dans une période où on doit impérativement réfléchir de ce que ça sera après cette vague. Tantôt la guerre à l'est du pays qui ne se termine pas, tantôt M. Nanga qui se relève, tantôt ici de campagne de dire oui pour qu'on révise la constitution, qu'on l'on change, tantôt c'est une nouvelle structure qui commence également en disant non, je ne le veux pas. Allez, finalement, ou non, je refuse. Qu'est-ce qui sera l'avenir de notre pays? Est-ce que l'opposition, allez, cette opposition républicaine d'ailleurs, qui prétend avoir une main nue et qui va faire tomber le régime en place, est-ce que ça sera faisable? Est-ce que l'opposition arrivera, bien évidemment, par la C64, par des structures qui se lèvent, à ne pas permettre au pouvoir en place de pouvoir changer la constitution, ou de pouvoir se maintenir au pouvoir, va aboutir à un résultat? Ce serait la question que nous allons nous poser aujourd'hui par celui qui se prétend être les défenseurs de la constitution depuis un moment donné. Allez, habitué d'ailleurs de ce programme de parole et des actes, Maître Aubin Kasongo. Bienvenue. Merci beaucoup. Je voudrais rectifier une chose dans votre présentation. Je ne prétends pas être, je suis les gardiens, les défenseurs de l'ordre constitutionnel. Donc il ne s'agit pas d'une prétention, c'est une évidence et je reste factuel de ce point de vue. Et vous êtes déterminé pour ça. Rien ne peut vous faire reculer. Plus que déterminé. La Constitution elle-même nous donne le pouvoir de la défendre. Et donc de ce point de vue, nous n'allons pas reculer, quelles que soient les circonstances, et je peux vous rassurer que nous sommes déterminés jusqu'à notre toute dernière goutte de sang. On va défendre l'ordre constitutionnel et je vous rassure qu'il n'y aura ni changement de la Constitution, ni référendum, et à menu, on va le plaquer au sol. Mais justement, lorsque j'ai annoncé cette émission, il y a l'un des téléspectateurs qui vous admire beaucoup, d'ailleurs, qui est en France, il a dit, mais Idriss, lorsque tu es avec Maître Aubin, pose-lui d'abord la question, mais ça vient d'où cette énergie maintenant qu'il dégage? Cette force-là, ça vient d'où? C'est parce qu'il est aux côtés de Merlin Vouvou régulièrement? On vous transmet la force de ne pas avoir peur de la prison? Non, je pense que c'est un exercice tout à fait démocratique. Et surtout que je voudrais vous citer Merlin Vouvou, que je salue en passant. C'est un compagnon de lutte, un infatigable combattant qui, depuis la nuit des temps, s'est toujours battu pour la liberté, la bonne gouvernance. Et donc, cette énergie ici, c'est naturel, hein, parce que nous avons refusé d'être dans la résignation. Parce qu'à titre personnel, j'ai toujours pensé, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, que même une victoire collective commence toujours par l'engagement d'un seul homme, d'une seule femme, qui accepte de prendre tous les risques pour lui-même pour qu'il y ait une victoire collective. Et donc, c'est ces risques-là que nous avons acceptés. Nous refusons la résignation. Nous sommes dans la détermination de combattre pour ce pays. Et nous disons que le combat que nous faisons, c'est un combat de plusieurs autres voix silencieuses. Seuls ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Ils nous portent à cœur. Ils se retrouvent à nous. Et donc, ce combat-là, nous allons le mener jusqu'à la victoire totale. Alors que vous avez commencé une campagne par des vidéos, d'appeler aux jeunes de ne pas répondre massivement à l'appel de la première des citoyennes de jeunes en République démocratique du Congo, on vous a vu en disant non, il ne faut pas accepter, etc. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé hier à Kinshasa? Un nombre magique des jeunes qui ont répondu. Justement, j'ai suivi à l'appel de la ministre. J'ai suivi avec attention ce qui se passait hier. Oui. Vous avez les images, Cathy Vision peut nous les balancer. On a vu des mamans de plus de 60 ans là-bas. Et donc, je ne sais pas si c'est celles-là que l'on peut appeler jeunes. Et vous les avez vus, on a posé la question. Elles ne disent même pas ce qu'elles veulent que l'on puisse changer. C'est là même repose la manipulation de notre ministre national de la jeunesse, parce que sa campagne est basée existentiellement sur les mensonges et la manipulation. Elle dit aux jeunes, il faut que les jeunes disent oui, je le veux. Mais elle ne dit pas exactement à quoi on va dire oui, je le veux. C'est cela la première manipulation. Et nous disons que nous allons éveiller cette jeunesse avec la campagne non, je refuse.
Et nous disons à la jeunesse pourquoi elle doit dire non, je refuse. Parce que c'est là même qui dit qu'il faut qu'il y ait changement de la Constitution. Il faut dire oui, je le veux. Mais elle ne vous dit pas les choses que l'on peut changer dans la Constitution. Elle ne vous dit pas nullement. J'aurais bien qu'elle vous dise qu'il y a telle disposition qui cause problème, il faut la changer pour telle ou telle autre raison. Il y a telle autre disposition. Mais c'est une campagne qui repose sur un vide. Est-ce que vous avez écouté son discours? Il a dit que les jeunes, maintenant vous n'avez qu'un seul article qui vous donne le pouvoir, etc. Il faudrait qu'on révise pour qu'on ajoute beaucoup. On donne énormément de chances aux jeunes. Alors tout de suite, je me pose la question si notre ministre, notre mignonne ministre, a lu la Constitution. Parce que déjà, quand vous êtes à l'article 5 de notre Constitution, on parle de la souveraineté. Est-ce que la jeunesse ne fait-elle pas partie du peuple qui détient la souveraineté? Quand vous allez à l'article 36, on fait l'obligation à l'État congolais de donner de l'emploi aux jeunes et de combattre le chômage. Est-ce que la ministre a lu cette disposition? Elle qui a organisé par ailleurs une activité pour prétendument donner des opportunités à la jeunesse. Mais la seule opportunité qu'elle a donnée à la jeunesse, ce sont les préservatifs qu'elle a distribués à la fin de cette activité. Et donc, ici, quand on va même un peu plus loin, on va à l'article 42, on va à la gratuité de l'enseignement des bases. Cette gratuité, à qui elle profite essentiellement? Et je ne voudrais pas, parce qu'ici, la manipulation repose aussi sur le fait qu'on dise que tout doit être dans la Constitution. C'est là que ceux qui font les débats du changement de la Constitution, ils ne lisent pas la Constitution et ils n'ont pas d'argument pour appuyer pourquoi on doit changer la Constitution. Parce que la manipulation consiste à dire à la population, à la jeunesse, que tout doit être dans la Constitution. Il faut qu'il y ait plusieurs fois le nom de la jeunesse dans la Constitution. J'ai débattu le samedi passé à l'Assemblée provinciale avec un député qui, lui, estime, je ne sais pas la corrélation, oui, je vous remercie, qui lui fait la confusion entre une loi qui devrait exister et le changement de la Constitution. Je dis, mais vous êtes député, vous vous plaignez du fait qu'il y a une loi qui n'existe pas. Et c'est quoi la corrélation entre le changement de la Constitution? Et il revient sur un autre argument pour une frustration tout à fait personnelle, parce qu'il avait l'appétit de devenir président de l'Assemblée provinciale, il n'est pas devenu, et il estime pour cette frustration personnelle qu'il faut qu'on change les constitutions. Et donc on ne peut pas faire ces débats avec les états d'âme. Et nous sommes plus de 100 millions de Congolais. Si chaque Congolais doit venir avec sa frustration en demandant le changement de la Constitution, on aura quel volume de la Constitution? Et donc ici, je voudrais bien que ceux qui font les débats y aillent avec objectivité, avec des arguments solides et qui nous disent exactement quelles sont les dispositions qu'il faut changer dans la Constitution, quelles sont les dispositions qui empêchent au gouvernement de faire mieux actuellement. Mais vous êtes devenu très influent dans l'espace Grand Katanga, un jeune très dynamique, alors que ici c'est une organisation au sein de l'Union Sacrée où on pense que chaque représentant du gouvernement en place en chaque province doit être dans cette vision de la campagne de dire oui je le veux, mais il y a des articles qui circulent maintenant sur le média, voire Maître Sincère Robin Kassongo, celui que nous connaissons, on pense qu'il a été également officieusement invité, ce qu'on lit dans les articles, je crois que vous êtes tombé aussi sur cet article, mais on voit Maître Robin Kassongo avec les gouverneurs, officieusement en train de l'encourager, de dire non à cette constitution, ce qui donne la force, l'énergie à Maître Robin de continuer sa campagne parce qu'il a un petit peu officieusement du financement auprès du numéro 1 de la province. Que dites-vous? Non, je ne voudrais pas que des combats internes au sein de l'UDPS, qu'on y ajoute mon nom, qu'on salisse mon nom. Je ne voudrais pas du tout. Le gouverneur Kazembe est peut-être victime du désordre organisé au sein de l'UDPS. Et moi, je ne voudrais pas que l'on associe mon nom là-dedans. J'ai commencé les combats pour dire non au changement de la Constitution. Kazembe n'était pas encore gouverneur. J'ai fait ce même combat face à Kiaboula, ça m'a valu 3 mois de clandestinité. Kazembe n'était pas gouverneur. Je fais ce combat, j'ai eu des menaces de mort. Je vais dire quelque chose que je ne voudrais pas dire en réalité, je voudrais m'excuser à ma femme parce qu'elle ne voudrait pas que je le dise. J'ai essuyé un poison pour ce combat de changement de la Constitution. Kazembe n'était pas gouverneur. Donc, si hier je n'avais pas besoin de l'argent de Kiaboula, ce n'est pas l'argent de Kazembe qui va m'épater. Je n'en ai pas besoin.
Et les jours que Kazembe va arrêter d'être gouverneur, je vais continuer avec ces combats. Parce que je vous ai dit que c'est un combat que j'ai commencé avant qu'il ne soit gouverneur. Et donc, gare à ceux qui disent que je suis en connivence avec Kazembe, qui n'ont pas d'argument pour me contredire. Chaque fois que je mets KO ceux de l'IDPS qui n'ont pas d'argument sur la question de changement de la Constitution, ils me disent non, je suis en connivence avec Kazembe. Mais c'est une blague de mauvaise aloi. Et je voudrais que ça s'arrête. Parce que j'en ai marre. Moi, je suis opposant. Je fais une opposition sincère, sans complaisance d'ailleurs. Et vous m'avez vu tirer à boulet rouge sur le gouverneur Kazembe. Mais qu'est-ce que vous êtes parti faire là-bas? Vous avez une belle photo, vous étiez vraiment content. Je voudrais replacer le contexte de cette photo-là. Oui. Moi, je l'ai dit, avec beaucoup d'humilité, j'ai l'avantage de représenter un cabinet européen ici à Lubumbashi. Il y a des clients qui sont venus, je salue Benjamin Umba, en passant, qui sont venus de l'Allemagne, de la France et de la Belgique pour investir. Et comme avocat, je les accompagne au gouvernorat. J'étais d'ailleurs accompagné avec l'honorable Kilé Moubambe. Pourquoi on ne parle pas aussi de l'honorable Kilé Moubambe qui est député, membre de l'opposition de Ensemble pour la République? C'est à cette occasion, c'est d'ailleurs une ancienne photo, je crois qu'il y a une année ou 2 ans, c'est à cette occasion-là que nous avions rencontré le gouverneur. Et l'activité était médiatisée. Je ne pouvais pas moi demander parce que je suis opposant. Parce que je vous rappelle, attendez, parce que je vous rappelle, moi je ne fais pas de la politique comme une profession ni comme un métier. Ma profession est avocat et je vis de ça tous les jours. Et donc, si dans l'exercice de mes fonctions d'avocat, il est possible que je rencontre même le président de la République, ou un gouverneur, ou le ministre, ou même le président de l'Assemblée provinciale. Mais cela ne doit pas faire une récupération politique parce qu'il ne s'agit rien de tout ce qui se dit dans les médias. Mais on pense que vous avez une très bonne relation avec Martin Kazembe Choula, parce que votre nom était revenu primo, rappelez-vous, lorsque il s'agissait de John Mbangou. On a dit que le gouverneur avait mis à son temps 2 moyens à votre disposition pour que vous preniez défense de John Mbangou. Aujourd'hui, on revient encore, on dit, ben écoute, Oba est très rapproché du gouverneur Kazembe. Il y a des choses officieuses. Non, c'est tout à fait faux. Le gouverneur Kazembe est un adversaire politique, est un aîné, un grand frère Katangé, pour qui j'ai beaucoup de respect et considération, mais il n'y a rien de rapprochement. Par là même de John Mbangou, on a obtenu son acquittement tout simplement en appel. Il a été condamné au 1er degré. Est-ce que cette fois-là, Kazembe ne devrait pas intervenir? Et même aujourd'hui, pourquoi c'est quand on met à nu ceux qui veulent le changement de la Constitution, qui n'ont pas d'argument, qui reviennent avec ces images-là pour dire qu'on est en connivence avec Kazembe? Je voudrais bien que l'on reste sur notre champ de bataille, la question du changement de la Constitution. Que les gens viennent m'affronter avec les arguments, au lieu de m'associer malencontreusement, frauduleusement, à un quelconque rapprochement avec le gouverneur Kazembe. Ça, c'est facile de le dire. Et je sais ce qu'ils recherchent éperdument. C'est de me décourager de faire ce combat. Et je ne peux pas être découragé. Et je vais continuer avec ces débats, avec ces combats, et à menu, on va le placer au sol. On va le plaquer au sol. Que ce soit Kazembe ou ceux qui veulent le changement de la Constitution, y compris Kazembe. Puisque vous êtes de l'opposition congolaise, est-ce que cette opposition est-elle suffisante pour organiser une proposition, une véritable attenance au pouvoir de la République démocratique du Congo? Je voudrais d'abord rappeler sur ce plateau que c'est contre quoi nous nous opposons, ce n'est pas la révision de la Constitution, mais c'est plutôt contre le changement de la Constitution. Et je rappelle sur ce plateau que mon parti politique en vol avait par voie pétitionnaire proposé la révision de la Constitution. Et toutes les dispositions étaient connues de tous, à la différence de ceux qui veulent aujourd'hui le changement de la Constitution, mais qui ne disent pas au peuple ce qu'on peut changer dans la Constitution. Nous, à notre époque, nous avions parlé de l'article 10, revenu sur la question de la nationalité congolaise. Nous avions parlé de revenir sur la décentralisation. Nous avions demandé que le président soit démissionnaire lorsqu'il n'organise pas les élections dans les délais. On avait demandé de revenir sur les élections du gouverneur pour éviter cette immoralité, corruption dans les chefs des députés provinciaux. Ça, c'est des choses que nous avions proposées pour la révision et non le changement de la Constitution. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre le changement de la Constitution et la révision. Quand on parle d'une révision de la Constitution, on retouche quelques dispositions légales et on maintient les acquis de cette Constitution, dont notamment l'article 220, qui continue de produire les effets et qui empêche au président en fonction d'avoir un 3e mandat. Alors que quand on parle du changement de la Constitution,
Les seuls bénéficiaires, c'est le président de la République qui retrouve la possibilité, pour avoir abrogé l'ancienne constitution, d'avoir la possibilité de se représenter pour la 3e fois. Et nous disons que c'est à cela que nous nous opposons. On ne peut pas accepter d'échanger la constitution pour un plébiscite personnel et permettre au président de la République de nous instaurer dans la dictature. Ceux qui veulent le changement de la constitution, ils n'ont pas d'argument. Parce que ceux qui ne veulent pas avouer, c'est de dire qu'ils veulent éperdument de se maintenir au pouvoir. Le ministre Didier Boudimbo, lui au moins il a eu le courage de dire Tinatro. Lui au moins il s'était assumé de dire qu'il voulait le 3e mandat. Et vous pensez que c'est ça leur secret, leur Exactement. Lui-même, le président de la République, lors de sa conférence de presse, il a dit avec fierté, oui. Il a dit qu'il n'a pas besoin de 3e mandat, oui. Mais si le peuple le lui demande, il ne va pas refuser. Mais il ne vous a pas dit à quelle occasion le peuple peut le lui demander. Parce que c'est ce peuple-là qui a déjà dit que plus question d'un 3e mandat. Et le président... Mais comment vous voulez penser que le peuple, c'est seulement vous? Je chute par là. Oui. Et le président, quand il dit que si le peuple me le demande, je ne peux pas refuser, c'est comme quelqu'un qui sait déjà que le viol est réprimé par la loi, mais qui dit si une jeune fille de 16 ans, de 15 ans me demande de me violer, je vais la violer parce que c'est elle-même qui me demande de me violer. C'est à cela que ça ressemble. Et nous disons qu'il n'y a pas les mécanismes par lesquels le peuple peut les lui demander. Parce qu'aujourd'hui, je sais que certains qui n'ont pas d'argument, ils vous diront même que ça peut se passer par la voie de référendum. Mais le référendum est prévu à l'article 5 de notre Constitution. C'est vrai, on parle d'une loi portant organisation de référendum. Mais la loi sur les référendums ne peut se faire que dans les limites des matières qui sont déjà prévues dans la Constitution. Je ne peux pas admettre que la Constitution dise qu'il faut 500 députés nationaux pour notre pays, mais qu'on ait une loi électorale qui dit qu'il faut 600 ou 700 députés. C'est la violation de la Constitution. Ici, la Constitution a déjà dit qu'il n'y a que 3 possibilités pour aller au référendum. Première possibilité, c'est l'article 2, lorsqu'il faut déplacer la capitale de notre pays. Deuxième possibilité, c'est la cession des terres, l'adjonction ou l'échange des terres, article 214 de notre Constitution. Et troisième et dernière possibilité, article 218, sur la question de la révision de la Constitution. Et donc, on ne peut pas avoir une loi référendaire qui va au-delà des matières qui sont déjà prévues par la Constitution. J'aurais bien voulu que cette loi du professeur Gaspard Bondakoy encadre tout simplement ces 3 possibilités qui sont énoncées dans la Constitution. Mais puisque la loi va au-delà de ce qui est prévu par la Constitution, c'est une loi anticonstitutionnelle et c'est à raison que la Cour constitutionnelle a émis des réserves sur certaines dispositions dans cette loi-là. C'est pour vous dire tout simplement que la loi était inconstitutionnelle. Et même le président de la République, le fait pour lui d'avoir saisi la Cour constitutionnelle, c'était une saisie qui ne reposait sur aucune disposition constitutionnelle. Parce qu'il se base sur l'article 160. L'article 160 dit que c'est la loi organique avant sa promulgation qu'on peut saisir la Cour constitutionnelle. Or, la loi référendaire, il ne s'agit pas d'une loi organique, il s'agit d'une loi ordinaire. Et donc, il s'est reproché de quelque chose et pour le couronner, il saisit frauduleusement la Cour constitutionnelle pour se donner bonne conscience. Et nous disons que la loi est anticonstitutionnelle. Alors, juste puisque justement votre campagne s'est lancée déjà par des vidéos, etc. Non, nous refusons. Non, je refuse, c'est ça, votre campagne. Et si vous arrivez à réussir votre campagne, ça sera quoi la prochaine étape? La prochaine étape, ça sera maintenant exiger le respect de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Vous avez écouté ce que le président de la CENI Et nous avons dit qu'il reste aujourd'hui 785 jours de la fin du mandat de M. Tshisekedi et qu'à la fin de son mandat, il devra dégager de manière constitutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, plutôt que de donner des moyens à la CENI, on ne le fait pas. Et le fait déjà de préparer un glissement, c'est une violation intentionnelle de la Constitution. Et la Constitution dit la violation intentionnelle de la Constitution, c'est la haute trahison. Et donc, ceux qui veulent les glissements pour cause de guerre ou pour quoi que ce soit, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, ce sont des complices, ils doivent être poursuivis. Parce qu'il n'est pas dit dans la Constitution qu'un président de la République doit finir tous les problèmes des Congolais avant de quitter le pouvoir. La guerre est un problème autant que la famine. La guerre est un problème autant que le manque d'infrastructures. Mais comment vous voulez organiser les élections? Il faudra amener le moyen aux militaires qui sont au front, il faut les trouver à manger, de mais comment veut-il aussi organiser les référendums alors qu'il y a la guerre à l'Est?
Vous voyez que c'est paradoxal. Ils se contredisent elles-mêmes et qui disent que si la guerre ne finit pas, il n'y a pas d'élection en 2028. Mais tout de même, ils estiment qu'il faut organiser les référendums pour permettre au président de la République d'avoir un troisième mandat. Est-ce qu'on peut d'abord, dans un pays normal, où on a plus de 15 millions de déplacés de guerre, venir demander au peuple le changement de la Constitution, comme j'entends même les référendums et tout ce qui va avec. J'en suis venu même à me demander, est-ce qu'il n'y a pas de complicité de ceux qui veulent le changement de la Constitution? Parce que si aujourd'hui on organise dans ces conditions les référendums, est-ce que la nouvelle Constitution sera opposable à ceux de Goma, Bukavu et d'autres localités qui sont sous occupation? C'est toute la question. Et donc, ceux-là même qui veulent le changement de la Constitution, j'ai comme l'impression qu'ils veulent la balkanisation de notre pays, ils veulent laisser en Anga, les Rwandais, les Kivu. Et ça, nous allons les combattre jusqu'à notre dernière énergie. Et c'est pourquoi nous disons encore une fois de plus qu'il n'y aura ni changement de constitution, ni référendum dans ces pays. Et nous allons le faire comme des patriotes. Nous allons défendre l'intégrité de notre pays parce qu'un Congolais conscient ne peut pas accepter que même un seul mètre carré se retrouve entre les mains de l'ennemi. Et nous nous battons pour que nous puissions retrouver l'intégralité de notre territoire, du pays. Et le président de la République a montré ses limites. Ça fait plus de 3 ans qu'il y a des localités sous occupation. Et lui-même avait dit dans son premier mandat que si je ne finis pas la guerre, j'aurai échoué mon mandat. Donc ici, on peut conclure avec cette parole que le président Tshisekedi a complètement, lamentablement échoué ces 2 mandats. Alors je voudrais bien ici revenir, rebondir sur l'actualité dans la campagne que vous avez entamée. Actuellement, vous êtes l'image de la jeunesse katangaise. Tout le monde, quand on parle de la jeunesse katangaise, on voit les dynamismes, l'énergie dont nous avions parlé dans l'initiale du maître Robert Kassongo. Mais tout de suite, quelle est l'image qui vous arrive lorsque vous regardez la ministre Grace Coutinho? La première image qui vous arrive, vous, en tant que leader des jeunes dans l'espace Grand Katanga, de commencer cette initiative de Oui, je le veux. Quelle première image que vous avez lorsque vous avez entendu, bien que vous avez fait de vidéos, de contraindre, vous avez commencé une structure, non, je refuse, etc. Mais rebobinez un peu la bande. Lorsque vous avez entendu pour la première fois cette initiative, qu'est-ce qui vous a piqué tout de suite en regardant la ministre de la Jeunesse? Le manque de conscience. Et je conclus tout simplement que la ministre de la Jeunesse... Il ne faut pas dire que la ministre n'a pas de conscience, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas de conscience. Je dis tout simplement qu'en suivant la ministre de la Jeunesse, je vis qu'il y a un total manque de conscience et j'en suis venu à conclure qu'elle ne connaît vraiment pas les véritables besoins du peuple ou de la jeunesse congolaise. Ce que je comprends, d'abord, même celui qui l'a nommé, il l'a fait sur base de quels critères? Est-ce que dans un pays où la jeunesse est confrontée à plusieurs défis, on peut avoir Grace Coutinho comme ministre de la Jeunesse? Elle qui n'a jamais fait même 1 kilomètre à pied, qui n'a probablement jamais pris les transports en commun. Parce que pour mieux diriger un peuple, il faut connaître ses réalités. Pour diriger la jeunesse, il faut connaître les réalités de la jeunesse. Est-ce que Grace Coutinho connaît les difficultés des jeunes de Kaboyakamanga, les jeunes de Kimanseke, les jeunes de Katuba, les jeunes de Kabongo, les jeunes du Congo central? C'est tout ça que nous nous posons comme des questions. Et nous nous disons que l'urgence aujourd'hui pour les jeunes, c'est l'équité, c'est la justice, c'est l'emploi qui est prévu par l'article 36 de la Constitution. Plutôt que lui de faire un lobbying au sein du gouvernement pour qu'il y ait des opportunités de l'emploi pour la jeunesse en application de l'article 36 de la Constitution, elle vient avec un courage du lion demander au peuple, à la jeunesse de dire oui, je le veux. Et elle ne dit pas exactement ce qu'elle veut que la jeunesse accepte. Parce que oui, c'est facile de dire oui, je le veux. Mais encore faut-il déterminer en quoi il faut changer la Constitution. Quelles sont les dispositions qu'il faut retoucher. Parce que dire, nous devons être représentatifs, inclusifs. Et puis quoi? Et on se demande même pourquoi elle prétend avoir consulté la jeunesse congolaise. De toute la République, toutes les 28 Elle prétend avoir été dans les 6 provinces de notre pays. Oui. Je me demande bien, est-ce qu'avait-elle été à Goma et à Bukavu? C'est une question. En ce qui me concerne, je parlais avec le président du conseil provincial de la jeunesse de Mbujimaï. Oui. Elle refuse d'avoir été consultée. Je parlais avec celui de Matadi au Congo central. Elle refuse d'avoir été consultée. J'ai parlé avec celui d'Ilomami à Kabinda. Il
réfute d'avoir été consulté. Rien que pour ces 3 provinces, puisque j'ai des contacts de présidents des jeunes de là-bas, des présidents du Conseil provincial de la jeunesse, donc vous comprenez que sa campagne repose sur la manipulation et les mensonges. Et on sait comment les consultations se font. Est-ce qu'elle a pu consulter la jeunesse pendant 2, 3, 4 jours? Toute la jeunesse congolaise. Elle-même, elle dit que c'est plus de 70% de la population congolaise. Donc vous comprenez tout simplement que la ministre de la Jeunesse a battu sa campagne sur la manipulation et les mensonges. Ce n'est que le début. Non, je refuse. Oui. Est un appel à la lucidité, à la sagacité, à la conscience pour prouver à la face du monde que la jeunesse congolaise ne peut pas se faire manipuler, ni se faire utiliser ou se faire acheter à quelques billets. Vous trouvez où le moyen de battre campagne, de faire votre structure, de convaincre les jeunes, de rassembler les jeunes, de leur parler, de multiplier les t-shirts qu'on voit souvent avec Merlin Vouvou et vous-même? Par quel moyen? Mais je viens de vous dire que moi, en ce qui me concerne, je ne fais pas de la politique comme une profession, ni comme un métier. Ma profession est avocat. Et donc, comme avocat, humblement, il m'arrive de trouver mon petit rien qui peut me permettre de m'organiser politiquement et de vivre. Donc, vous voulez connaître d'où proviennent les moyens, vous avez la réponse. Maître Aubin Kasongo, alors petit à petit, nous terminons justement cet entretien avec vous. On vous a bien compris de votre campagne que vous aviez commencée. Puisque les Congolais vous suivent maintenant à travers le monde, ce serait quoi un grand message que vous allez lancer pendant que, au niveau du gouvernement central, la campagne est bien lancée? Oui, je le veux. Et vous, à votre niveau, vous commencez une autre campagne. Non, je refuse. Comment ça sera la bataille? Non, je pense que nous ne prétendons pas avoir consulté les peuples et que la jeunesse a dit non, je refuse. Nous sommes dans la phase de sensibilisation. Ils ont marché hier. Évidemment, c'est leur droit. Mais nous, chaque jour, dans nos salons, sur les réseaux sociaux, dans nos quartiers, dans nos villages les plus reculés, de Goma à Kisangani, de Lubumbashi à Mbujimaï, de Kinshasa au Congo central, de Maniema à Ituri, nous devons tous être déterminés et dire non, je refuse. Non, je refuse parce que je refuse que l'on utilise ma jeunesse comme un fonds de commerce pour faire un changement de la Constitution pour un plébiscite personnel. Non, je refuse parce que je refuse que l'on puisse faire de mon destin un fonds de commerce pour le changement de la Constitution. Non, je refuse parce que je refuse que l'on utilise mon nom abusément sans m'avoir consulté pour entériner un changement pour des intérêts partisans. Non, je refuse parce que je ne veux pas qu'il y ait des changements à la Constitution pour permettre à certains de se maintenir au pouvoir au mépris des règles démocratiques et constitutionnelles. Donc c'est à cela que nous en appelons à toute la jeunesse congolaise de se mobiliser comme un seul homme, de rejoindre le mouvement non je refuse. Et ensemble, disons tous non je refuse. Alors, pour terminer cette émission, n'avez-vous pas peur de faire la prison par cette démarche que vous entamez? Parce que nous savons tous, la majorité qui sont contre, finissent en prison. Et vous n'avez pas peur? J'ai plutôt peur d'avoir peur. C'est-à-dire? Ça veut dire je me refuse que l'on place la peur en moi. Et je veux le dire à la jeunesse qui nous suit, qu'il faut éviter que l'on place la peur en vous. Parce qu'une fois vous avez peur, ils vont vous contrôler. Et pour ce pays, nous sommes déterminés, quelles que soient les circonstances. Nous n'avons pas peur pour ce pays. Et nous le faisons dans le strict respect de la Constitution et des lois de notre pays. Et je ne pense pas que pour ça, ça peut nous valoir la prison. Mais si c'est cela, nous sommes tout à fait d'accord parce qu'on a tué le Lumumba. Mais aujourd'hui, le combat continue. Donc, le combat ne peut pas s'arrêter à moi. C'est un combat de Congolais. Et la voix que je porte, elle n'est pas kenyane. C'est en cela que je me dis avec humilité, sans prétention, ni intention, d'être, je suis la voix des sans-voix. Parce que la voix que je porte, elle est de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Et ceux qui se reconnaissent au combat que nous faisons, doivent venir rejoindre Non Je Refuse pour que nous puissions ensemble les plaquer au sol à main nue. Allez, merci beaucoup, Maître Aubin Kasongo, le défenseur de la Constitution congolaise en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions et les questions de Congolais. C'est plutôt moi qui vous remercie pour cette invitation. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être sur ces prestigieux plateaux de Preston TV et je voudrais remercier
Kati Vision, merci pour tout ce que vous faites pour la ville de Lubumbashi, la province du Haut-Katanga, la République démocratique du Congo. On l'a vu même, Kati Vision, en dehors de nos frontières. Et donc, c'est notre fierté. Et Kati Vision, merci pour tout. Allez, merci infiniment. À vous également, vous qui allez couper, partager dans des plateformes. Il a répondu qu'il n'a aucun contact, frauduleuse ou silencieuse, avec le gouverneur Martin Kazem. Non plus, il n'est pas son petit Moukonfia. C'est ce qu'il a dit, Maître Robin. Et je crois qu'il a confirmé. Et je ne suis le petit Moukonfia des personnes. Très bien. Je ne suis jamais derrière les individus. Je suis dans la vision, la refondation du Congo, mon parti politique en vol, mais je ne fais surtout jamais les débats d'individus. Et j'ai toujours pensé que les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements, et les petits esprits parlent des individus. Et j'ai peut-être le tort de me considérer comme un grand esprit, parce que les idées j'en ai, et vous en avez suivi sur ce plateau. Merci à vous. Prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, avec d'autres invités sur ce plateau de Paroles et des Actes, et à très bientôt.